En 1944, l'année la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale, une malédiction terrifiante circulait parmi les escadrilles de bombardiers américains. Sur 7 appareils décollants, un se désintégrait en vol ou était contraint de faire demi-tour à cause d'une panne mécanique. Ce n'était pas de la probabilité, c'était purement et simplement un suicide programmé. Pourtant, un bombardier B-17 baptisé Milk Wagon, le chariot à lait, a accompli follement 129 missions de bombardement infernal en 10 mois. Il a essuyé d'innombrables tirs de flak allemands, son fuselage était criblé de trous d'obus, mais son taux de panne mécanique sur les systèmes essentiels était, incroyablement, de zéro. 129 missions, 100% de retour réussi. Il est devenu le miracle de tout le ciel européen. Et celui qui a créé ce mythe statistique n'était pas un génie designer de Boeing, pas plus que la chance. C'était un mécanicien au sol de 26 ans, qui n'avait jamais combattu sur le front, Robert E. Orlovsky. Tandis que tout le monde considérait les pannes comme inévitables et se résignait au destin, Orlovsky a mené sa propre guerre sur le tarmac en béton. Il a renversé tous les manuels de maintenance de l'armée américaine et a créé ses propres règles de fer, d'une rigueur presque obsessionnelle. Aujourd'hui, nous vous dévoilons l'histoire du meilleur mécanicien de la Seconde Guerre mondiale et comment il a affronté la mort avec une extrême détermination. Retournons en juin 1944, à l'aube sur la base aérienne de Rattlesden. C'était un mardi comme les autres. Une brume enveloppait tout le tarmac et au loin résonnait le vrombissement des moteurs d'autres avions en préchauffage. Orlovsky, 26 ans, était sous l'aile gauche d'un tout nouveau B-17G, vérifiant les joints d'étanchéité qu'il venait de remplacer. Depuis 3 ans qu'il était mécanicien, il connaissait par cœur chaque boulon, chaque tuyau, le fonctionnement de chaque système du B-17, les yeux fermés. Mais il n'avait jamais été au combat. Son champ de bataille, c'était ce tarmac, l'ombre des ailes, et les structures mécaniques denses des compartiments moteurs. Ce B-17G n'était arrivé à la base que depuis 2 jours. Numéro de série 43-37756. Pas de nom, pas de marque de mission, pas même de graffiti sur le nez. Ce n'était qu'un bombardier de supplément envoyé au 447e groupe de bombardement, dont les pertes étaient plus rapides que la production de Boeing. Personne à la base n'ignorait ce que cela signifiait. En avril 1944, le 447e groupe avait perdu 21 B-17 en un seul mois. Un chiffre qui, dans toute la 8e force aérienne, n'était dépassé que par l'infâme escadron Bloody Hundred. Presque à chaque mission, un appareil ne revenait jamais. Sur le tarmac à ce moment-là, 11 chefs d'équipe de mécaniciens regardaient partir les bombardiers qu'ils entretenaient. Parmi les équipages, certains étaient de simples connaissances, d'autres avaient bu un verre ensemble, d'autres avaient parlé de leurs femmes et de leurs enfants. Mais un jour, ils disparaissaient définitivement dans le ciel européen. Les pannes mécaniques étaient la norme à l'époque. Plus de la moitié des bombardiers de la base étaient cloués au sol à tout moment pour des problèmes mécaniques plus ou moins graves. Fuite d'huile moteur, pression instable du système hydraulique, mauvais contact du système électrique, anomalie du train d'atterrissage. Ces problèmes survenaient tous les jours. Le travail des mécaniciens, c'était avant tout de l'urgence. Réparer ce qui cassait, renvoyer l'appareil en vol et réparer à nouveau quand ça cassait encore. À l'époque, presque tout le monde admettait une chose. Les pannes mécaniques étaient probablement inévitables. Après tout, c'était la guerre. Des milliers de pièces de précision tournaient sans relâche dans des conditions extrêmes. Les problèmes étaient statistiquement probables. On pouvait au mieux essayer de réduire les pannes, mais les éliminer complètement était impossible. Pourtant, Orlovsky ne pensait pas comme ça. Accroupi sous l'aile, il passait la main sur le joint d'étanchéité neuf. Il savait que 12 heures plus tard, cet avion emmènerait 10 hommes combattre en France. Chaque vérification, chaque boulon serré, chaque pièce remplacée déciderait directement si ces 10 hommes reviendraient vivants. Son devoir n'était pas de faire voler cet avion. Son devoir était de le ramener sain et sauf avec son équipage. C'est cette idée qui, au cours des 10 mois suivants, a créé un miracle qui a ébranlé toute la 8e force aérienne. Ce tout nouveau B-17 a vite eu son nom.
Dans le premier équipage qu'il a reçu, le navigateur Auguste Altis venait de la 15e force aérienne sur le front italien. En Italie, il devait survoler les Alpes face à des tirs de flak plus denses et des intercepteurs allemands plus agressifs. Arrivé en Angleterre, après sa première mission sur Berlin, Altis a secoué la tête aux autres et a dit que comparé aux missions italiennes, c'était ici aussi simple qu'une tournée de livraison de lait. La phrase s'est répandue. Les équipages ont baptisé l'avion Milk Wagon en riant. Ils ont dessiné une vache de dessin animé sur le nez et ont convenu de dessiner un biberon blanc sur le côté du fuselage à chaque mission accomplie. Personne n'aurait imaginé que ces biberons blancs rempliraient finalement 2 rangées entières, devenant le paysage le plus particulier de toute la 8e force aérienne. La philosophie de maintenance d'Orlovsky était différente de celle des autres dès le premier jour. Il ne croyait pas au consensus du métier, selon lequel les pannes sont inévitables. Il a dit à son équipe, « Les pannes ne sont jamais une fatalité, elles sont prévenables. La plupart des pannes ne sont que le résultat d'une vérification pas assez minutieuse, d'un remplacement de pièces pas assez précoce, d'une préparation pas assez complète. » Il a fixé 3 règles à son équipe, de véritables lois de fer. Première règle, dépasser les normes du manuel. Le manuel de maintenance de Boeing listait les points obligatoires à vérifier avant chaque mission, mais Orlovsky répétait que ce n'était que la note de passage minimum. Il devait vérifier tous les systèmes, pas seulement les projets réglementaires, moteur, hydraulique, électricité, carburant, train d'atterrissage, surface de commande, armement, oxygène. Chaque système, chaque sous-système, chaque point de connexion devait être contrôlé. Les autres passaient 2 heures sur la vérification pré-mission, l'équipe d'Orlovsky en passait 4. Deuxième règle, remplacement préventif anticipé des pièces. C'était aussi la plus controversée. Le manuel prévoyait de changer le filtre à huile toutes les 50 heures de vol. Orlovsky l'exigeait toutes les 25 heures. Le manuel disait de changer les bougies toutes les 200 heures. Orlovsky toutes les 100 heures. Le manuel préconisait de changer les joints hydrauliques seulement quand ils fuyaient. Orlovsky disait qu'il fallait les remplacer immédiatement à la moindre trace de fuite, même minime, comme une tête d'épingle. Remplacer des pièces bien avant leur fin de vie. Les autres chefs d'équipe disaient en privé qu'il était fou. C'était évidemment du gaspillage, de la maintenance excessive qui compliquait inutilement la logistique. Mais Orlovsky répondait « Un filtre à huile qui casse en haute altitude peut détruire un moteur entier. Un joint hydraulique qui rompt en vol peut faire perdre le contrôle de l'avion. Le coût de ces pièces n'est rien comparé à 10 vies humaines, comparé à la valeur d'un bombardier. » Troisième règle, suivi extrême. Orlovsky tenait un journal de maintenance détaillé écrit à la main, pas les tableaux standards exigés par la base, mais son propre carnet. Il notait la date d'installation, la durée d'utilisation, la date de remplacement de chaque pièce importante de l'avion. Il savait combien d'heures de vol avait fait chaque bougie, quand avait été changé chaque joint hydraulique, quelle variation subtile de pression avait la pompe à carburant. Il connaissait l'état de santé de toutes les pièces de l'appareil mieux que personne. Ces méthodes ont suscité beaucoup de critiques. Les autres chefs d'équipe le trouvaient trop obsessionnel. Suivre le manuel suffisait. On réparait quand la panne survenait. En temps de guerre, les ressources et le temps étaient comptés. On n'avait pas le temps de faire tout ce travail supplémentaire. Il disait qu'Orlovsky était perfectionniste, mais que le perfectionnisme était un luxe en temps de guerre. Orlovsky ne discutait pas. Il faisait son travail en silence. Il était le premier arrivé sur le tarmac chaque jour, le dernier à partir. Pendant les pauses entre missions, quand les autres se reposaient, il vérifiait l'avion. Quand les autres allaient se détendre au bar, il étudiait les rapports de panne. Il analysait chaque panne des avions revenant à la base. Pourquoi la pompe à carburant était-elle tombée en panne? Pourquoi le refroidisseur d'huile fuyait-il? Pourquoi le régulateur de surcompresseur avait-il dysfonctionné? Pourquoi le système d'allumage avait-il eu un problème? Il notait chaque cause de panne, puis la transformait en mesure de maintenance préventive pour le chariot à lait. Il répétait « Les pièges dans lesquels les autres sont tombés, nous n'avons pas besoin d'y retomber. Le prix que les autres ont payé, nous n'avons pas à le payer à nouveau. » On pourrait dire que c'était sa guerre.
Pas de combat aérien contre les Allemands au volant d'un chasseur, pas d'appui sur le bouton de largage dans la soute à bombe. Son champ de bataille était le tarmac en béton, l'ombre des ailes, chaque boulon, chaque tuyau, chaque petite pièce. Ce contre quoi il combattait, c'était la probabilité invisible et insaisissable, le destin que tout le monde jugeait inéluctable. Les pannes arrivent forcément. Personne n'aurait imaginé que cette guerre solitaire serait gagnée avec autant d'éclat. Le 19 juillet 1944, le chariot à lait a affronté son premier vrai test. L'objectif de la mission était une usine de carburant de synthèse près de Leipzig en Allemagne. C'était une cible prioritaire de la 8e force aérienne. La machine de guerre allemande reposait entièrement sur les carburants de synthèse. Détruire ces usines, c'était couper les veines de l'ennemi. Ce matin-là, la base était en ébullition. 3 B-17 avaient annulé leur mission avant même de décoller à cause de panne. Un moteur n'avait pas démarré. Un appareil avait une pression hydraulique anormale. Un autre avait un court-circuit électrique. Les mécaniciens réparaient en catastrophe, mais l'escadrille devait partir à l'heure. Ces 3 appareils sont finalement restés au sol. Après le décollage de l'escadrille, pendant la traversée de la Manche, 2 autres B-17 ont fait demi-tour. Le moteur numéro 3 de l'un avait calé subitement. Impossible de le redémarrer après plusieurs tentatives. Le système hydraulique de l'autre avait rompu en vol, le train d'atterrissage ne se rentrait pas, les surfaces de commande étaient bloquées. Ils sont revenus tant bien que mal à la base avec leurs bombes non larguées. C'était le quotidien à l'époque. À chaque mission, des avions ne pouvaient pas participer à cause de pannes mécaniques. Tout le monde y était habitué. Mais pas le chariot à lait. Il a suivi l'escadrille au-dessus de la Manche, traversé la zone d'interception des chasseurs allemands, survolé la cible sous un feu de flaques denses, largué ses bombes, puis est revenu. 8 heures de vol de combat au total, les 4 moteurs ont fonctionné parfaitement tout du long. La pression hydraulique était stable. Le système électrique n'a eu aucun problème. Toutes les surfaces de commande ont répondu avec précision. Quand il a atterri sur la base de Rattlesden, il n'avait aucune blessure, aucune panne. Orlovsky et son équipe ont dessiné le premier biberon blanc sur le côté du fuselage. Ce n'était que le début. Pendant les 3 semaines suivantes, le chariot à lait a accompli 7 missions supplémentaires d'affilée. Berlin, Magdebourg, Munich, Hanovre, Brême. Chaque mission durait 6 à 9 heures. Chaque fois, il fallait affronter le flak et les chasseurs allemands. Chaque fois, il fallait supporter les contraintes extrêmes du vol en formation à 25 000 pieds, à des températures de plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro. Mais aucune panne mécanique. 8 missions, 0 panne, 0 annulation, 0 retour anticipé. Petit à petit, des gens à la base ont commencé à remarquer cet avion. Après chaque briefing de mission, les autres équipages demandaient « Est-ce que le chariot allait part ?» Ils commençaient à envier l'équipage du chariot à lait, parce qu'ils savaient qu'en montant à bord, ils n'avaient pas à s'inquiéter de problèmes sur l'avion. Ils pouvaient se concentrer entièrement sur le combat. Orlovsky ne s'est pas arrêté. Il a continué à lire tous les rapports de panne des avions revenants, à demander aux équipages revenus pour panne ce qui s'était exactement passé en vol, à démonter les avions défectueux pour examiner les pièces cassées et analyser les causes. Il a découvert que beaucoup de pannes étaient prévisibles. L'usure de la pompe à carburant présentait de subtiles variations de pression bien avant les symptômes évidents. La fuite du refroidisseur d'huile laissait de minuscules traces au sol bien avant d'éclater en haute altitude. La défaillance du régulateur de surcompresseur venait souvent de la fatigue métallique d'un petit ressort, et cette fatigue était parfaitement prévisible par la durée d'utilisation. Il a transformé toutes ces leçons en mesures de maintenance préventive pour le chariot à lait. Les problèmes que les autres ont rencontrés, il les résolvait à l'avance. Le prix que les autres ont payé, il l'évitait à l'avance. À ce moment-là, il combattait la probabilité et il gagnait. À la fin août 1944, le chariot à lait avait accompli 15 missions consécutives sans panne, un chiffre qui dépassait déjà la moyenne de la plupart des bombardiers de l'escadron. Mais pour Orlovsky, ce n'était pas suffisant. Son objectif n'était pas d'être un peu meilleur que les autres, c'était d'atteindre l'absolue fiabilité. Son carnet devenait de plus en plus épais, il notait de plus en plus de paramètres.
Il a même commencé à enregistrer les tendances d'évolution de la température et de la pression d'huile des moteurs après chaque mission, les paramètres de pression du système hydraulique à différentes températures, les variations de tension du système électrique à différentes charges. Il construisait un dossier de santé unique pour cet avion. Les autres chefs d'équipe ne comprenaient toujours pas. Ils disaient qu'une panne finirait bien par arriver. Personne ne gagnait éternellement. Les pannes mécaniques étaient inévitables. Et Orlovsky répondait, « Ce qui est inévitable, c'est l'effort que nous devons fournir. » En septembre 1944, le chariot Halley a accompli sa 20e mission. Il est devenu le bombardier de la 708e escadron de bombardement avec la plus longue série de missions sans panne. L'escadron commençait à le prendre comme référence. Les nouveaux équipages espéraient être affectés au chariot Halley. Les pilotes disaient qu'en volant sur cet avion, ils étaient sereins. Mais le vrai test ne faisait que commencer. L'hiver européen approchait, et l'hiver en haute altitude était le cauchemar de tous les bombardiers. Les dommages de combat et les pannes mécaniques, c'est deux choses différentes. Le chariot Halley n'était pas indemne. Au contraire, il a été blessé plusieurs fois par le flak allemand. Son fuselage était criblé de trous. Son aile avait été déchirée par des éclats d'obus. Ses surfaces de commande avaient été déformées par les ondes de choc. Son empennage portait même les traces de tirs de canon de 20 mm. Mais tout ça, Orlovsky et son équipe pouvaient le réparer. Pendant les pauses entre missions, ils travaillaient toute la nuit. Réparer les tôles, remplacer les tuyaux endommagés, redresser les surfaces de commande déformées, recharger les munitions. Tant que les systèmes essentiels étaient intacts, l'avion pouvait repartir au combat le lendemain. Ce qui était vraiment mortel, c'était la fiabilité des systèmes essentiels. Moteur, hydraulique, électricité. C'était le cœur, les vaisseaux et les nerfs de l'avion. Une panne de ces systèmes en vol était fatale. Et ces systèmes essentiels du chariot Halley n'ont jamais eu la moindre panne. En octobre 1944, l'automne est arrivé en Europe. La température en haute altitude est descendue à moins 30 degrés. En novembre, elle a chuté à moins 40 degrés. Le froid est l'ennemi juré de toute mécanique de précision. Le métal devient cassant, le caoutchouc durcit et perd son élasticité, le carburant devient visqueux, l'huile hydraulique se solidifie, l'humidité gèle, les connexions électriques font mauvais contact à cause de la dilatation thermique. Tous les B-17 de la base ont commencé à avoir des problèmes liés au froid les uns après les autres. Les conduites de carburant gelaient et coupaient l'alimentation des moteurs. L'huile hydraulique se solidifiait et bloquait le train d'atterrissage et les surfaces de commande. Le système électrique devenait cassant et faisait dysfonctionner les instruments et la radio. Le système d'oxygène gelait et exposait les équipages au risque d'hypoxie. À chaque mission, de nombreux avions annulaient leur mission à cause de pannes dues au froid. Certains même calaient au démarrage et devaient atterrir en urgence au bout de la piste. Orlovsky avait prévu tout ça. Il a établi un protocole de maintenance hivernale spécifique. 3 heures avant chaque mission, il emmenait son équipe préchauffer les moteurs, faire tourner lentement le vilebrequin sur alimentation externe pour que l'huile circule bien à basse température, envelopper les compartiments moteurs de couverture chauffante pour que tout le système propulsif monte progressivement à sa température de fonctionnement. Il a doublé la fréquence de remplacement de l'huile hydraulique pour garantir qu'elle conserve toujours sa meilleure fluidité à basse température. Il a fait un scellement isolant supplémentaire sur tous les points de connexion électrique pour empêcher l'humidité d'y pénétrer et de geler. Il a ajouté une couche d'isolation thermique sur toutes les conduites de carburant. Les autres préchauffaient les moteurs 20 minutes. Orlovsky le faisait 2 heures. Les autres changeaient l'huile hydraulique selon le cycle réglementaire. Orlovsky vérifiait sa qualité après chaque mission et la changeait immédiatement si elle n'était pas conforme. Les autres jugeaient qu'une connexion électrique était bonne tant qu'elle fonctionnait. Orlovsky vérifiait l'oxydation de chaque connecteur, l'état de l'isolation de chaque fil. Le résultat était stupéfiant. Pendant tout octobre et novembre, quand les autres B-17 annulaient régulièrement leur mission à cause de pannes dues au froid, le chariot Halley n'a jamais été cloué au sol. En novembre 1944, le chariot Halley a accompli sa 50e mission.
Il est devenu le bombardier du 447e groupe avec la plus longue série de missions sans panne, puis le détenteur du record de la 3e division aérienne, puis enfin le premier de toute la 8e force aérienne. La nouvelle est parvenue au quartier général du groupe. L'ingénieur en chef du groupe a convoqué Orlovski spécialement. Cet ingénieur expérimenté et chevronné était d'abord sceptique. Il se demandait forcément si ce jeune homme n'avait pas caché des pannes pour battre le record, s'il n'avait pas laissé les équipages prendre des risques en dissimulant de petits problèmes. Il a examiné attentivement tous les dossiers de maintenance du chariot à lait, lu tous les carnets écrits à la main par Orlovski, interrogé les pilotes, navigateurs, mitrailleurs de queue qui avaient volé sur cet avion, et est même allé vérifier personnellement l'état de l'appareil sur le tarmac. Finalement, il a regardé Orlovski et n'a dit qu'une phrase. Il n'a pas critiqué sa consommation excessive de pièces, ni reproché son non-respect du manuel. Il a dit « Continuez à appliquer vos normes. Demandez directement au groupe les pièces dont vous avez besoin. Je vous donne une autorisation spéciale. » La reconnaissance de la hiérarchie a été le plus grand soutien pour Orlovski. Mais l'épreuve ultime les attendait encore devant eux. Le 16 décembre 1944, les Allemands ont lancé une contre-offensive massive dans les Ardennes, la célèbre bataille des Ardennes. La guerre éclair allemande a de nouveau percé la ligne alliée. La situation sur tout le front occidental était critique. Eisenhower a ordonné à tous les bombardiers disponibles de la 8e force aérienne de lancer des attaques massives sur les lignes de ravitaillement allemandes. C'était l'épreuve la plus rude pour tous les bombardiers, tous les mécaniciens. Le 24 décembre 1944, la veille de Noël, ce jour-là, la 8e force aérienne a envoyé plus de 700 B-17 pour la plus grande mission de bombardement de Noël de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était le triage ferroviaire allemand près de Cologne. Il fallait couper les lignes de ravitaillement allemandes, empêcher qu'ils envoient des renforts et du matériel sur le front des Ardennes. Ce matin-là, la température sur la base de Rattlesden était de -8 degrés. Le tarmac était recouvert d'une fine couche de glace. Les ailes étaient couvertes de givre blanc. C'était l'épreuve la plus sévère pour tous les avions, tous les mécaniciens. Le démarrage des moteurs était exceptionnellement difficile. À basse température, l'huile était visqueuse. La tension des batteries baissait. Les pannes du système électrique étaient fréquentes. Beaucoup d'avions n'ont pas pu démarrer du tout. D'autres ont démarré tant bien que mal, mais ont calé pendant le roulage à cause de la température trop basse des moteurs. Toute la base était en ébullition. Les mécaniciens chauffaient les moteurs au chalumeau, les forçaient à démarrer sur alimentation externe, ajoutaient de l'antigel dans les réservoirs. Mais l'escadrille devait partir à l'heure. Le temps n'attendait pas. Beaucoup d'avions n'ont finalement pas pu décoller. Mais le chariot à lait a démarré. Les 4 moteurs se sont allumés les uns après les autres, fonctionnaient parfaitement, sans aucune anomalie. Orlovski était sur le tarmac à le regarder rouler vers la piste. Le givre sur les ailes avait déjà été nettoyé par son équipe. Les moteurs avaient été préchauffés lentement pendant 3 heures. Tous les systèmes hydrauliques avaient passé les tests à basse température. Toutes les connexions électriques avaient été vérifiées. Il a décollé, montant dans le ciel d'hiver couvert de nuages. 9 heures plus tard, il est revenu. La mission était parfaitement accomplie. Toutes les bombes avaient été larguées sur la zone cible. Il n'avait rencontré aucun chasseur allemand, n'avait pas été touché par le flak. Et surtout, aucune panne mécanique. C'était sa 71e mission. Le 71e biberon blanc a été dessiné sur le côté du fuselage. Ce n'était que le début. Pendant les 8 jours suivants, du 24 décembre au 1er janvier, la 8e force aérienne a maintenu un rythme d'attaque maximum. Tempête de neige, verglas, brouillard épais, visibilité presque nulle. Tous les avions capables de voler devaient partir. Pendant ces 8 jours, le chariot à lait a accompli 6 missions de combat consécutives. Chaque matin, Orlovski et son équipe arrivaient sur le tarmac avant l'aube, préchauffaient les moteurs, dégivraient, vérifiaient tous les systèmes pour garantir que l'avion décollerait à l'heure. Chaque soir, après le retour de l'avion, ils l'inspectaient toute la nuit, changeaient l'huile, vérifiaient les bougies, testaient le système hydraulique, préparaient la mission du lendemain.
Les autres B-17 annulaient régulièrement leur mission à cause de pannes dues au froid. Certains ont calé en milieu de vol et sont revenus sur un seul moteur. D'autres avaient le système hydraulique gelé, ne pouvaient pas descendre le train d'atterrissage et ont dû atterrir en urgence. D'autres avaient le système électrique en panne. Tous les instruments étaient éteints et les équipages ne pouvaient naviguer qu'à vue. Mais le chariot allait, pas la moindre panne. 8 jours, 6 missions, 6 à 8 heures chacune, température extrême, météo détestable, combats consécutifs. Zéro panne mécanique, zéro annulation, zéro retour anticipé. Les autres chefs d'équipe de la base ont finalement été stupéfaits. Ils ne se moquaient plus de l'obsession d'Orlovski, ne disaient plus qu'il faisait de la maintenance excessive. Ils ont commencé à venir sur le tarmac du chariot à lait, à regarder comment Orlovski travaillait, à étudier son processus de maintenance, à lui demander ses points de vérification, à imiter ses méthodes de maintenance préventive. Mais personne n'a pu atteindre son niveau d'exigence. Personne ne voulait passer 2 heures supplémentaires à vérifier chaque jour. Personne ne voulait remplacer les pièces à la moitié de leur durée de vie. Personne ne voulait tenir un journal de maintenance aussi détaillé. Personne ne voulait considérer chaque panne des autres comme sa propre leçon. Ce n'était pas un écart de technique, c'était un écart d'attitude, un écart de sens des responsabilités. En janvier 1945, le chariot à lait a accompli sa 80e mission. À ce moment-là, toute la 8e force aérienne connaissait ce bombardier magique, connaissait ce sergent mécanicien Orlovski. Mais peu de gens l'ont vraiment vu, parce qu'il était toujours sur le tarmac, toujours à côté de son avion. Il ne participait pas aux célébrations, n'acceptait pas les interviews, il faisait simplement son travail en silence. Pour lui, 80 missions n'étaient pas la fin, non plus que 90. Tant que la guerre continuait, tant que des équipages devaient monter au ciel, son travail ne s'arrêtait pas. En février 1945, le moment historique est arrivé. Le chariot à lait a accompli sa 100e mission. Sur les 2 côtés du fuselage, 100 biberons blancs, remplissant 2 rangées entières. À côté de la vache de dessin animé, des marques de victoire denses. C'était un paysage unique dans toute la 3e division aérienne, dans toute la 8e force aérienne. Des journalistes sont venus interviewer à la base, les pilotes ont loué la fiabilité de cet avion, les navigateurs ont dit que c'était l'appareil de tête le plus fiable, les mitrailleurs ont dit qu'ils n'avaient jamais eu peur de ne pas revenir. Mais personne n'a cité le nom d'Orlovski. Et il s'en fichait. Il acceptait volontiers d'être l'anonyme dans l'ombre. Il savait que ces 100 biberons, chacun représentait la vie de 10 membres d'équipage. Chacun était une mission accomplie, une frappe sur la machine de guerre allemande. C'était suffisant. Le 15 mars 1945, Orlovski a reçu la médaille de l'étoile de bronze. La citation disait « Pour avoir assuré la maintenance du bombardier B-17G pour plus de 100 missions de combat, sans aucune annulation pour panne mécanique, faisant preuve d'un professionnalisme exceptionnel et d'un haut sens des responsabilités. » La cérémonie de remise a été courte, seulement 10 minutes. Après la cérémonie, Orlovski a enlevé son uniforme de cérémonie, a remis sa blouse de travail et est immédiatement retourné sur le tarmac. Le lendemain, le chariot à lait devait accomplir sa 101e mission. Le 21 avril 1945, à 8h17 du matin, sur la base aérienne de Rattlesden, en Angleterre. Retournons au moment où l'histoire a commencé. Le chariot à lait roulait vers la piste pour sa 129e mission de combat, dont l'objectif était le triage ferroviaire d'Ingolstadt en Allemagne. À ce moment-là, les Allemands étaient au bord de l'effondrement. La fin du Troisième Reich était proche, mais tant que la guerre n'était pas officiellement terminée, les missions devaient continuer. 9 heures plus tard, à 17h22, le chariot à lait est apparu au-dessus de la base. Train d'atterrissage descendu, volets déployés, les 4 moteurs fonctionnaient parfaitement. Il a atterri stablement sur la piste, a roulé, a ralenti, s'est arrêté au bord du tarmac. Les hélices se sont arrêtées les unes après les autres, la porte s'est ouverte, les membres de l'équipage sont descendus de l'avion, les uns après les autres. Le commandant s'est approché d'Orlovski, lui a tendu la main. Il a dit « Vol parfait, aucun problème ». Orlovski a hoché la tête, a sorti son carnet et a écrit à côté de la ligne « 21 avril ».
Retour normal, tous les systèmes fonctionnels. Puis il a dessiné le 129e un biberon blanc sur le côté du fuselage. C'était la dernière mission de combat du chariot à lait. Le 7 mai 1945, l'Allemagne a officiellement capitulé. La guerre en Europe était terminée. Toutes les missions de combat du 447e groupe de bombardement ont été arrêtées. Regardons maintenant quelques chiffres. Sur plus de 8000 missions de combat de B-17 dans toute la 8e force aérienne, 15% des avions n'ont pas atteint leur cible à cause de pannes mécaniques diverses, ce qui signifie que sur 7 appareils décollants, un ne pouvait pas décoller ou faisait demi-tour à cause d'un problème mécanique. Et le chariot à lait, le bombardier B-17G numéro de série 43-37756, 129 missions de combat, 0 annulation pour panne mécanique, 0 retour anticipé pour problème technique, 0 immobilisation pour cause de maintenance. Taux de réussite des missions de 100%. Ce record est unique dans toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. D'autres B-17 ont accompli plus de missions. Certains ont même atteint 150. Mais tous ces avions ont eu des annulations de missions pour panne mécanique. Tous ont eu des retours anticipés pour problèmes techniques. Tous ont été immobilisés pour cause de maintenance. Aucun autre avion n'a jamais accompli 129 missions de combat consécutives sans annulation mécanique. C'est un miracle statistique. Ce miracle n'a pas été apporté par la conception de Boeing, pas par les moteurs Pratt et Whitney, pas par la chance. Ce miracle a été construit boulon par boulon, pièce par pièce, par un sergent technique de 26 ans, nommé Robert E. Orlowski, avec ses mains, sa minutie, sa persévérance et ses normes sans compromis. Calculons la valeur concrète de ce miracle. 129 missions. Chaque fois les bombes ont été larguées avec précision sur la cible. 129 frappes sur les usines de carburant de synthèse allemandes. Les triages ferroviaires, les cibles industrielles militaires ont directement affaibli la capacité de guerre de l'Allemagne. Cela représente près de 20 frappes efficaces de plus que les autres avions. Plus important encore, la confiance. L'équipage du chariot à lait n'a jamais eu à s'inquiéter des pannes mécaniques. Il n'avait pas à surveiller en permanence une panne de moteur en vol, pas à craindre une rupture du système hydraulique, pas à s'inquiéter d'une panne du système électrique. Ils pouvaient concentrer toute leur attention sur le combat, sur l'évitement du flak, sur la lutte contre les chasseurs allemands. C'est aussi pour ça que le chariot à lait a souvent été l'appareil de tête de l'escadrille, parce que tout le monde savait qu'il arriverait forcément à la cible, qu'il ramènerait tout le monde sain et sauf. Et aussi le taux de disponibilité opérationnelle. Le taux de disponibilité opérationnelle d'un B-17 classique était d'environ 50 à 60%, ce qui signifie que la moitié du temps, l'avion était cloué au sol pour diverses pannes. Celui du chariot à lait dépassait 90%. C'était la force de combat la plus stable de tout le groupe. Ce n'est pas le succès d'un seul homme. Chaque membre de l'équipe de mécaniciens d'Orlowski a fourni un effort immense. Les équipages qui ont piloté l'avion avec prudence ont aussi contribué à ce record. Mais le cœur, c'était la norme extrême établie par Orlowski, sa persévérance sans compromis, sa conviction que les pannes mécaniques ne sont pas inévitables. Ce record n'a jamais été battu à ce jour, et il ne le sera probablement jamais. La guerre est terminée, la légende s'est achevée. Le 9 juillet 1945, le chariot à lait a décollé d'Angleterre pour revenir aux États-Unis. Personne n'aurait imaginé que ce bombardier au record légendaire n'ait pas été envoyé dans un musée, pas été conservé comme un monument, mais ait été directement mis sur la liste des appareils à démobiliser. En novembre 1945, il a été vendu à la Reconstruction Finance Corporation. En décembre 1945, dans le cimetière d'avions de Kingman en Arizona, il a été démonté, fondu, devenu un tas d'aluminium de rebut. Ces 129 biberons blancs, cette vache de dessin animé, ces trous d'obus chargés d'histoire, tout a disparu. Pas de monument, pas de mémorial. Peu de gens se souviennent même de son numéro de série. Orlowski est aussi retourné à la vie civile. Il est retourné en Pennsylvanie et devenu un mécanicien ordinaire. Il s'est marié, a eu des enfants, a mené une vie paisible,
a rarement parlé de son expérience de guerre à sa famille. Cette médaille de l'étoile de bronze est restée au fond d'un tiroir. Toute sa vie, il a appliqué le principe de la maintenance préventive. Les avions civils qu'il entretenait avaient rarement de panne. Les voitures qu'il entretenait n'avaient pas de gros problèmes sur des centaines de milliers de kilomètres. Les équipements industriels qu'il réparait avaient toujours une durée de vie plus longue que les autres. Il restait cet homme minutieux, rigoureux, sans compromis. En 2004, Robert E. Orlovsky est décédé, à l'âge de 86 ans. Jusqu'à sa mort, il est resté discret et humble. Quand quelqu'un évoquait occasionnellement le record légendaire de 129 missions sans panne, il ne faisait que agiter la main et dire « Je n'ai fait que bien faire mon travail ». Mais est-ce vraiment seulement bien faire son travail? En regardant en arrière cette histoire, on comprend une vérité très simple. Orlovsky a prouvé par la pratique une chose. Les pannes mécaniques ne sont pas inévitables. Une maintenance préventive extrême, des vérifications dépassant les normes, l'anticipation des risques, une attention extrême à chaque détail, tout ça peut créer une fiabilité presque absolue au milieu du chaos de la guerre. Il a prouvé que la probabilité peut être vaincue, que le destin peut être brisé, que ce que tout le monde considère comme évident peut être changé. Dans la grande narration de la Seconde Guerre mondiale, nous nous souvenons des généraux célèbres, des pilotes d'élite, des héros qui ont chargé sur le champ de bataille. Mais nous oublions souvent les mécaniciens comme Orlovsky. Ils sont le groupe le plus facilement oublié derrière la victoire aérienne. Ils n'ont pas combattu dans le ciel, n'ont pas abattu d'avions ennemis, n'ont pas largué de bombes. Ils ont juste entretenu silencieusement ces avions au sol. Mais c'est leur minutie, leur persévérance, leur sens des responsabilités qui ont sauvé la vie d'innombrables équipages. C'est eux qui ont permis à ces bombardiers de voler, de larguer leurs bombes sur les cibles, de ramener les équipages sains et saufs. Ce sont de véritables héros anonymes. Cette histoire nous apprend: pas besoin d'être général, pas besoin d'être pilote d'élite, pas besoin d'accomplir des exploits spectaculaires. Tant que vous faites votre travail au maximum, tant que vous avez un sens absolu des responsabilités envers votre métier, tant que vous tenez à vos normes sans compromis, peut-être que vous pourrez, dans l'environnement le plus chaotique et le plus cruel, accomplir des résultats que personne n'aurait osé imaginer. C'est l'histoire de Robert E. Orlovsky et du chariot à lait. C'est le secret derrière ces 129 missions sans panne. C'est la force du professionnalisme. C'est la force du sens des responsabilités.